C'est parti pour le grand entretien du mercredi dans Smart Tech avec Philippe Rodriguez. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes dirigeant de la banque d'affaires Avolta, mais si je vous invite aujourd'hui, c'est au titre d'auteur, puisque vous avez écrit il y a quelques années un livre sur la révolution de la blockchain. On verra ensemble pourquoi, en quoi ça pourrait être annonciateur de votre nouvel ouvrage. Mais aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est la révolution du métavers. Et le sous-titre est intéressant. Le défi de la nouvelle frontière d'Internet, vous nous dites. Mais quelle est cette frontière qu'on n'a pas encore repoussée aujourd'hui dans le monde numérique ? Il nous reste beaucoup de frontières à repousser dans le numérique. Précisément, je pense que les internautes, les citoyens que nous sommes, on a beaucoup critiqué en fait ce qui existait aujourd'hui dans le web et ce qui existait dans le web 2, la dominance des plateformes, le respect de notre vie privée, des problèmes de gouvernance. Et précisément, je pense que le nouvel Internet, cette nouvelle frontière de l'Internet qu'il faut repousser, normalement, doit nous amener dans un futur meilleur concernant l'usage de l'Internet. C'est un peu aussi ce qu'on imaginait, ce qu'on espérait au début de l'Internet. On espérait y construire un partage de connaissances, une ouverture sur le monde, ce qui est le cas. Mais ensuite, on a vu que sa construction devenait de plus en plus concentrée finalement. Là, avec ce métavers, on retourne justement à un Internet plus décentralisé, plus collectif, où chacun peut y prendre sa part ? C'est une des promesses de cette utopie. L'une des promesses de cette utopie, finalement, c'est de décentraliser beaucoup plus à la fois la production des contenus, mais également leur diffusion et leur consommation. Cette décentralisation, c'est vrai, nous ramène plus à l'origine de l'Internet, qui était vu finalement comme un protocole. C'est-à-dire que là, on a une deuxième chance finalement. On peut Absolument. retenter d'en faire chance, quelque chose vraiment qu'on va tous pouvoir s'approprier. Absolument. Et il est évident qu'on retourne un petit peu aux bases de ce qu'était l'Internet, avec cette forte décentralisation qui a été aussi apportée par la culture qui est comprise à l'intérieur de ce mouvement sur le métavers et qui provient évidemment de l'environnement crypto, de l'environnement blockchain, Oui. qui lui-même est très féru de tout ce qui est décentralisé, bien évidemment, et qui, si on voulait remonter dans l'histoire, remonte évidemment aussi aux cypherpunks, qui sont eux-mêmes les initiateurs du mouvement crypto. Est-ce que justement, cette deuxième chance qu'on a, elle a plus de chances d'aboutir par la technologie ? Est-ce qu'il y avait un biais technologique finalement au départ de la construction du réseau mondial qui est corrigé aujourd'hui par ces nouvelles solutions qu'on appelle blockchain, Web 3 ? Je ne suis pas sûr que la technologie soit finalement le facilitateur de cette transition. Je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'un phénomène culturel. J'en parle d'ailleurs beaucoup dans ce livre. J'ai fait vraiment tout un chapitre sur l'angle culturel de l'avènement de ce Oui. métavers qui me semble extrêmement important de souligner. Il y a plusieurs éléments. Il y a un élément concernant l'apparition d'une nouvelle génération d'utilisateurs, avec notamment les générations Z, les Gen Z, qui jouent un rôle important et qui sont très différents finalement des générations Y ou des générations X, et qui sont les grands promoteurs finalement de cette utopie qu'est le métavers et l'utopie aussi du Web 3. Oui, d'ailleurs, Mais vous nous aussi- dites finalement qu'on y est presque déjà avec eux dans le métavers. Oui, parce que culturellement, C'était ils un sont- chiffre, vous dites 2 jeunes sur 5 nous disent que leurs possessions virtuelles sont aussi importantes Oui, que leurs biens physiques. oui, ils nous disent ça. Ils nous disent en fait que leur réalité n'est pas seulement la réalité physique, ça peut être aussi la réalité virtuelle. Ouais. Ils nous disent aussi que finalement, ils ont construit des liens amicaux, des liens sociaux à l'extérieur de cette réalité virtuelle, à l'extérieur de cette réalité physique. Donc, ils nous disent beaucoup de choses sur la façon dont eux voient en fait cet environnement qui parfois peut nous choquer lorsque nous ne sommes pas une génération Z, parce que effectivement, ils ont vraiment l'impression que ce qu'on appelle le virtuel est autant réel que pour eux. Et en tout cas aussi important, ça c'est à noter, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire la différence entre les deux aisément, mais c'est aussi important. Quand on parle de la génération Z, il faut préciser, c'est quoi ? C'est 12-25 ans ? Ils sont nés entre 96 et 2010. Ok, c'est ça à peu près. En revanche, plus perturbant, ça m'intéresse de voir comment vous interprétez ça, on découvre que ce qu'ils en attendent du métavers, c'est d'abord gagner de l'argent.
Oui, la génération Z a ceci de particulier elle naît dans une crise. Déjà, elle naît dans une crise. Elle naît en fait dans la crise 2008-2010. Elle naît aussi pendant une crise sur le terrorisme. Elle naît dans ce grand bouillon géopolitique qui va transformer le monde. Et, euh, et cette génération Z est tout à fait intéressante parce qu'elle est à la fois euh, très très tournée vers cette virtualité, très tournée vers une sorte de repli de la réalité. Mais en même temps, c'est une génération qui est très consciente des enjeux et qui veut participer. C'est une génération d'entrepreneurs, c'est une génération de, de créateurs de mouvements associatifs, de militants. C'est une génération qui est très consciente en fait, des enjeux climatiques. Donc on sent en fait qu'il y a cette ambivalence entre ce que l'on pourrait voir comme un retrait de la réalité vers la virtualité, mais qui en même temps est une vraie volonté de participer à un monde nouveau. Donc cette ambivalence est intéressante parce que ils sont tout à fait attachants pour ça, ces générations Z. Alors, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que vous précisez bien que la définition du métavers, elle n'est pas définitive. Hein. Non, non, parce que nous sommes encore en train de tous ensemble de construire cet environnement. Et finalement, le métavers aujourd'hui est très lié à, à cette définition qui est donnée par la littérature et par le cinéma. C'est-à-dire qu'on a un sous-jacent culturel qui fait que finalement, ce qui ressemble le plus dans notre esprit au métavers, c'est probablement ce que l'on peut voir dans le film de Spielberg, ce qu'on peut voir, One, absolument, ouais. ce que l'on peut voir également dans la littérature de science-fiction, ce que l'on peut voir dans Matrix, ce qu'on peut voir dans les livres de Gibson, ce qu'on peut voir dans les livres de Stephenson. Et sur cet aspect-là, on applique cette idée du métavers par rapport à ce qu'on a pu lire ou ce que l'on a pu voir. Néanmoins, le métavers va prendre des formes très différentes. Si on prend le cas, par exemple, de tout le sujet sur la réalité augmentée, Oui. qui est une grande partie de ce que va être le métavers demain, il ne nécessite pas de casque, on peut opérer simplement avec un téléphone portable. Et cette réalité qui vient finalement se superposer à notre réalité, cette réalité virtuelle qui vient se superposer à cette réalité. Elle enrichit en fait le réel, oui. Ouais, et ça nous permet en fait des développements extrêmement importants et très forts, qui sont probablement différents de ce qu'on a pu lire ou voir dans les films. Alors vous essayez non pas d'en donner une définition ferme et fermée surtout, mais vous donnez quelques caractéristiques. Peut-être qu'on peut noter qu'est-ce qui est vraiment différent dans le métavers de ce qu'on connaît aujourd'hui dans nos expériences numériques. Oui, quelques différences parmi les caractéristiques qui permettent de définir en creux ce que n'est pas, en tous les cas, quelque chose qui ne serait pas le métavers. Donc la persistance, c'est quelque chose d'important. La persistance, c'est ce qui fait que le métavers continue à exister lorsque vous êtes débranché du métavers, lorsque vous êtes déconnecté de ce métavers, il continue à exister. On n'observe pas toujours, en fait, dans ce qu'on appelle les proto-métavers, les premières plateformes de métavers, on n'observe pas toujours cette caractéristique-là. Certaines l'ont, certaines ne l'ont pas. La construction par la communauté, cette capacité de faire que ce que vous allez vivre comme expérience peut être construit par d'autres utilisateurs, à la fois des expériences immersives, un jeu, mais également peut-être un enseignement, mais également simplement visiter un musée qui peut être construit par un autre utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique du métavers. Et puis, j'en citerai une troisième qui est probablement le sentiment de présence. Ce sentiment de présence, non pas comme dans un jeu d'un personnage non joueur, mais vraiment d'une autre personne, d'un autre avatar, et avoir ce sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de discuter avec nous, avec lequel on est capable d'échanger des émotions. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on n'observait pas dans les proto-métavers. Et ça qui est du registre des émotions, donc c'est très fort et très, très humain pour une expérience virtuelle. Est-ce que vous avez pour autant le sentiment qu'il y a une adhésion pour le métavers aujourd'hui ? Je dirais que non. Ah, on est d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'on a plein d'entreprises, surtout des grandes marques, des entreprises puissantes qui se jettent dans le métavers, mais alors
à chaque fois que je fais des sondages autour de moi, le métavers, c'est plutôt quelque chose qui est redouté, qui n'est pas du tout attractif pour l'instant. Je vous rejoins. Si on faisait un sondage en fait sur la population, par exemple française, on observerait qu'il n'y a pas encore d'adhésion forte sur ce concept. Et il nous reste en fait beaucoup de barrières à lever pour pouvoir faire que ce métavers devienne désirable, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Et vous l'affichez, hein, d'ailleurs. C'est pas parce que vous écrivez un livre sur le métavers que vous détournez de cette question. Hein. Vous affichez un chapitre entier sur rendre le métavers désirable. Vous parlez même peut-être de désinventer le métavers. Oui, et probablement que parmi les détracteurs du métavers, on peut avoir aussi une population de gens qui disent on ne veut pas du tout y aller et on aimerait le désinventer. Ce qui est bien sûr impossible aujourd'hui, pas seulement dû aux investissements qui sont faits par les entreprises, mais simplement parce qu'il est difficile de désinventer des concepts aussi puissants et qui sont déjà utilisés par un grand nombre d'utilisateurs. Mais le rendre désirable, ça veut dire aussi regarder en face un certain nombre d'enjeux que nous avons dans le déploiement de ce métavers. Comment on va gérer la sécurité, comment on va gérer en fait la protection de notre vie privée. Comment on va pouvoir aussi lutter contre des formes de centralisation, des manques de gouvernance à l'intérieur de ces systèmes. Comment on va pouvoir augmenter l'inclusivité de ces systèmes pour éviter de retomber dans l'utilisation, par exemple, des jeux vidéo qui sont très masculins aujourd'hui. Comment on fait pour lutter contre également la consommation énergétique qui est induite de ces systèmes. Donc l'ensemble de ces barrières sont des barrières à l'acceptation, qui est une acceptation. La première d'entre elles étant probablement la santé mentale. La première d'entre elles, lorsque je mène un entretien sur ce sujet, je m'aperçois que finalement les utilisateurs et les citoyens sont très concernés par ces sujets de santé mentale. Et ils imaginent en fait que ce qu'on a pu vivre avec ce que l'on appelle le netaolisme, qui est l'addiction en fait à l'Internet, pourrait se démultiplier avec l'utilisation d'une réalité virtuelle dans laquelle on ne pourrait plus s'échapper. Donc ça fait beaucoup de défis à relever pour rendre ce métavers désirable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'y va pas. Quelle est la dynamique en France, du côté de l'écosystème sur le métavers ? Elle est forte pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a un phénomène culturel qui est très fort. Le métavers est un endroit dans lequel l'industrie créative joue un rôle extrêmement important, puisque, comme on l'a vu, il s'agit aussi de pouvoir créer ces expériences immersives. Et on a la chance d'avoir en Europe et en France une industrie créative extrêmement puissante, extrêmement prolixe. Et donc, on s'aperçoit en fait que il y a beaucoup de choses qui pourraient démarrer d'ici. Il y a un écosystème très fort. J'ai créé avec Bilal El Alami, le patron de Dogami et de Pirates Labs, on a créé en fait une association qui s'appelle MetaCircle, qui réunit en fait les organisations, les entreprises qui travaillent sur ces sujets pour créer le premier think tank européen sur ces sujets du métaverse, à la fois pour en faire effectivement une forme de promotion, mais aussi pour traiter ces sujets qui sont des sujets d'enjeu. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a un très très bon dynamisme en France. Alors, avant de créer MetaCircle, vous avez été président de l'association Bitcoin France. Et je le disais, avant votre ouvrage sur la révolution métavers, vous avez écrit un ouvrage sur la révolution blockchain. Le lien entre les deux, c'est quoi? Est-ce que la blockchain, Bitcoin qui en fait partie aussi, parce que c'est la première crypto-monnaie qui repose sur une nouvelle forme de gouvernance monétaire, est-ce que c'était les premières briques qui annonçaient l'arrivée du métavers, selon vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que pour la première fois, on avait un système qui était un système totalement décentralisé et qui fonctionnait. Et qui fonctionnait de façon assez parfaite, finalement, puisqu'il n'y a toujours pas d'organisation centralisée autour de Bitcoin. On n'a pas de patron de Bitcoin, il n'y a pas de Bitcoin Inc., ça n'existe pas. Ouais. Bitcoin n'est pas coté en bourse. À peine son fondateur, même. Voilà. Et pourtant, le système, on est obligé d'admettre qu'il fonctionne, et il fonctionne plutôt bien. On peut avoir quelques soucis à la périphérie, mais en tous les cas, le système fonctionne.
Et donc, ça a été un déclic pour moi et comme pour beaucoup d'autres, en fait, de s'apercevoir que cette découverte quasi scientifique qui était cette possibilité de pouvoir échanger du cash de pair à pair, eh bien, allait révolutionner la façon dont nos institutions pouvaient fonctionner. Parce que en creux, ce qu'il se passe, c'est que Bitcoin apporte bien sûr des solutions, mais il se pose surtout beaucoup de questions sur eh bien, le système à la fois économique, le système monétaire, le système politique dans lequel nous vivons. Et alors, vous pensez que c'est la suite, là, le métavers? C'est quoi? C'est la prochaine révolution des démocraties? Je pense en fait que effectivement, ça va faire poser un certain nombre de questions sur ce qu'est une nation, sur ce qu'est la citoyenneté. On parle beaucoup déjà de citoyenneté du métavers, puisque en fait, lorsque vous êtes très présent à l'intérieur d'une plateforme de métavers, ben, finalement, vous adhérez aussi à une forme de gouvernance, vous adhérez à un certain nombre de règles de fonctionnement à l'intérieur de ce métavers. Donc vous, quelque part, vous devenez citoyen de ce métavers. Si on y rajoute que vous pouvez disposer aussi d'une monnaie locale, que vous allez pouvoir y travailler, que vous allez pouvoir aussi être soumis à un certain nombre de lois et de règles, comme je l'expliquais, ça ressemble beaucoup à une citoyenneté. Alors, mais ça, c'est pour, je dirais, le mythe, l'idéologie qui nous fait rêver, parce qu'on aimerait bien toucher du doigt cette façon de refabriquer le monde, finalement. Mais pour l'instant, la réalité, on en est loin. C'est-à-dire que, bon, même Mark Zuckerberg, il voit le nouveau Graal, vous dites, des relations sociales. On en est tellement loin. Aujourd'hui, on n'a vraiment que des grandes entreprises. On a le CAC 40 qui est présent dans les métavers, mais alors, il n'y a personne d'autre dedans, finalement, hein. Je pense en fait qu'on a deux types d'entreprises ou deux types d'organisations qui sont très intéressées par ces sujets. De tout petites entreprises, parfois même des indépendants. Je parlais de toute l'industrie créative qui est constituée de beaucoup d'indépendants. Et d'autre part, les très grandes entreprises qui y voient effectivement des débouchés évidents parce que ça leur permet à la fois de toucher une génération qui est la génération Z, qui est la plus influenceuse des achats aujourd'hui, mais aussi une population mondiale parce que effectivement c'est une abolition des distances et ça permet effectivement. Et ça ressemble plus à un centre d'affaires géant ou un grand centre commercial dans lequel il n'y aurait pas beaucoup de clients, non? Je ne suis pas sûr, parce que je crois que les expériences les plus enrichissantes dans le métavers sont probablement celles dont on parle le moins. Et je crois beaucoup en fait au système d'éducation, par exemple, toutes ces universités qui sont en train de se créer sur le métavers, qui permettent d'enseigner de façon différente que ce que nous faisions avec le Web 2, puisque enseigner, c'est aussi faire passer des émotions, c'est pouvoir aussi retenir des émotions pour pouvoir mieux cadrer son élève. Et effectivement, j'accompagne en fait une entreprise française qui s'appelle Mainbot, qui est en train de créer le métavers éducatif mondial et qui est un projet de très grande envergure, Je pense en fait que l'activité physique, par exemple, notre capacité à faire du sport et entretenir son corps va beaucoup passer par le métavers. On voit plein d'applications qui existent, mais également la santé mentale qui, dans une sorte de paradoxe, fait que beaucoup de praticiens aujourd'hui conseillent l'utilisation de différentes applications du métavers pour pouvoir soigner quelques dysfonctions. Mais on les cherche, hein, on les cherche quand même encore, tous ces usages-là. On est vraiment, vous êtes un défricheur encore pour l'instant, Philippe Rodriguez. Je voulais qu'on termine cet entretien par l'interview express. Je vous lance sur un mot très rapidement. Parlez-moi de vos rêves. Mes rêves? Oui. Mes rêves, c'est probablement non, un sujet sur probablement la liberté, dans un monde dans lequel la liberté est accessible à tous. Vos peurs? Eh bien, probablement le contraire, mais aussi un monde qui serait moins inégalitaire. L'inégalité me fait assez peur, en fait. Une interrogation? Une interrogation, ce serait certainement le rôle en fait des institutions, parce que je crois beaucoup à la fois aux institutions et en même temps j'ai vraiment l'impression de temps en temps qu'elles ne servent pas toujours le bien commun et je ne suis pas sûr que si j'étais à la place de ceux qui dirigent les institutions, je ferais mieux, en toute humilité. Et néanmoins, en fait, ce questionnement qu'il y a dans la société concernant nos institutions m'interroge beaucoup. Est-ce qu'il y a une idée fixe qui vous poursuit? L'amour.
Bien sûr. Magnifique. Comment vous voyez la prochaine révolution du métavers? La prochaine révolution du métavers, la révolution qui est en marche, cette révolution Oui. qui a démarré, je la vois comme étant une révolution très populaire, une révolution qui sera menée par tous, ou bien elle n'existera pas. Je pense en fait qu'on a la possibilité de créer un bien commun numérique, un peu comme les Wikipédia ou comme l'était Oui. Internet à ses débuts. On a dans les mains de quoi, grâce aux technologies dont nous disposons aujourd'hui avec la blockchain, la décentralisation de l'information, on a la possibilité de créer ça. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous de bâtir ce bien commun numérique. Et ce bien commun numérique, on peut le créer grâce à l'ensemble de ces technologies. Merci beaucoup Philippe Rodriguez, associé gérant de la banque d'affaires Avolta, auteur donc de La Révolution Métavers, paru chez Duno aujourd'hui même. Merci d'être venu nous en parler pour votre parution. Je vous propose de rester avec nous pour la suite de l'émission. On va s'intéresser au mobile business maintenant.